Bonjour, dans cette deuxième vidéo, nous allons voir les principales maladies nutritionnelles dues aux carences aux micronutriments et spécialement aux oligo-éléments. Alors, les nutriments peuvent être divisés en deux grandes catégories, les macronutriments et les micronutriments. Les macronutriments, ce sont les glucides, les lipides, les protéines et aussi les macrominéraux comme le sodium, le potassium, le calcium, le phosphore et le magnésium. Ces macronutriments sont une source d'énergie et ils sont indispensables au fonctionnement général du corps. Pour les micronutriments, elles sont sans valeur énergétique, mais elles sont essentielles à la survie de l'organisme. Alors, nous allons voir les carences en oligo-éléments et les maladies qui sont dues à ces carences. Alors, d'abord, on va commencer par une définition des oligo-éléments. Alors, on peut parler d'oligo-éléments comme on peut parler d'éléments traces. Alors bien sûr, ce sont des nutriments qui n'ont aucune valeur énergétique, mais cependant dont la présence, elle est essentielle au métabolisme. Alors ils sont présents à l'état de trace dans l'organisme, ils constituent moins de 0,01% du poids corporel. Alors 17 éléments traces ont des fonctions biologiques chez les mammifères. Parmi ces composés, 10 éléments sont considérés comme essentiels chez l'être humain. Alors, il s'agit du fer, du chrome, du cobalt, du cuivre, du fluor, de l'iode, du molybdène, du manganèse, du sélénium et du zinc. Alors, des études épidémiologiques ont montré, alors les études épidémiologiques, ce sont les études qui sont effectuées sur les populations visant à étudier la distribution des maladies et les facteurs qui vont contribuer à ces maladies. Alors, ces études épidémiologiques ont montré que les apports de plusieurs éléments traces sont insuffisants dans une grande partie de la population. Ces mêmes études ont montré que ces apports pouvaient être de l'ordre de 10 à 40% des apports nutritionnels conseillés. Alors, la définition d'éléments traces essentiels doit répondre à des critères très précis. Alors d'abord, leur concentration dans les tissus vivants doit être relativement constante. Ils sont présents à une concentration bien définie. Leur carence doit également se manifester par un défaut structural et ou fonctionnel reproductible, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences. Ils doivent intervenir dans une réaction biochimique précise, c'est-à-dire en tant que cofacteur ou bien coenzyme. Alors, les troubles dus à leur carence doivent pouvoir être prévenus ou corrigés par l'apport de ce seul élément. Alors, on va commencer d'abord par le fer, la carence en fer et les pathologies qu'elle peut provoquer. Alors, le fer a deux rôles majeurs. D'abord, en tant que composant de l'hémoglobine, le fer joue le rôle de transporteur d'oxygène de l'air atmosphérique au tissu, car comme vous savez, 4 atomes de fer au sein de la molécule d'hémoglobine vont se combiner à l'oxygène de façon proportionnelle à la pression d'oxygène. Alors je signale, l'hémoglobine, elle est constituée de deux parties, globine et hémo. Globine, c'est la partie protéique, elle est formée par deux chaînes alpha et deux chaînes bêta,
tandis que l'hème, c'est le pigment qui va donner aux globules rouges leur couleur rouge. Alors, une molécule d'hème, c'est quoi? C'est une porphyrine qui est complexée par un ion de fer. Alors, une porphyrine, c'est quoi? C'est cette molécule-là, c'est un macrocycle hétérocyclique joint sur le carbone alpha par 4 ponts méthine. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Donc, vous avez 4 ponts méthine. Alors, la plupart de ces porphyrines, ils sont complexés, d'accord, au niveau de leur cavité, d'accord, par un ion de fer ou bien par un ion de cuivre ou bien par un ion de calcium, d'accord, peu importe, d'accord. Alors, le deuxième rôle du fer, c'est un composant des cytochromes, qui participent à la formation d'ATP. Alors, les cytochromes, ce sont quoi? Ce sont les coenzymes de la chaîne respiratoire mitochondriale. Ce sont aussi des porphyrines qui sont complexées par un atome de fer. C'est cet atome de fer, en changeant de valence, qui va conférer aux cytochromes leur propriété d'oxydoréduction. Donc, les ions ferriques et ferreux présents dans les cytochromes et dans de nombreuses protéines participent au transfert d'électrons et va jouer un rôle majeur dans les réactions d'oxydoréduction. Donc, on a Fe++, c'est-à-dire l'ion ferreux, va donner Fe3+, c'est-à-dire l'ion ferrique, plus un électron. Alors, les principaux symptômes de la carence en fer sont l'anémie hypochrome microcytaire. Alors, on va revenir sur la définition de chacun de ces termes. C'est quoi une anémie? Une anémie est une diminution de la quantité d'hémoglobine, c'est-à-dire du pigment des globules rouges. Alors, cette diminution de la quantité d'hémoglobine, elle peut être due soit à une diminution du nombre de globules rouges et ou à une diminution de la quantité de pigments par globule. C'est-à-dire l'anémie, elle est due soit à la diminution du nombre de globules rouges, le premier cas. Le deuxième cas, le nombre de globules rouges peut être normal, mais c'est la quantité d'hémoglobine par globule rouge qui va diminuer. Alors, pourquoi on parle d'anémie hypochrome? Alors, on parle d'anémie hypochrome quand le contenu d'hémoglobine par unité de volume va diminuer. Alors, bien sûr, dans ce cas, on va assister à une diminution de la synthèse d'hémoglobine dans les globules rouges, dont bien sûr l'origine est une carence en fer. Alors, le terme de microcytaire désigne des petits globules rouges. Alors, donc, les principaux symptômes de la carence en fer sont l'anémie hypochrome microcytaire accompagnée de pâleur. L'individu, il est pâle, il a une couleur jaune, asthénie. Alors, c'est un état de faiblesse et de fatigue générale. L'individu, il est toujours fatigué, épuisé. Polypnée, une augmentation de la fréquence respiratoire. On a aussi une tachycardie, c'est-à-dire on a un rythme cardiaque plus rapide que la normale. Et on a des palpitations, c'est-à-dire des battements cardiaques plus rapides, plus forts ou irréguliers. Alors bien sûr, ces palpitations sont normales. Alors en effet, pour maintenir une oxygénation correcte des tissus périphériques avec moins de globules rouges, le cœur doit accélérer son rythme. Alors, en plus de ces signes, l'individu qui souffre de carence en fer présente aussi des céphalées, c'est-à-dire des douleurs de la tête, des vertiges. Alors, l'individu, il est instable, il est en déséquilibre, il a l'impression de tourner. Il a aussi des bourdonnements d'oreilles, c'est-à-dire il a des bruits qui sont perçus à l'intérieur de l'oreille. Ces bruits ne viennent pas de l'extérieur, ils sont perçus à l'intérieur de l'oreille et qui ont une intensité et une fréquence variable. Alors, bien sûr, quelles sont les classes ou bien les groupes à risque qui présentent
les carences en fer. Alors, les carences en fer sont classiquement fréquentes dans plusieurs groupes à risque, parmi lesquels les enfants en période de croissance, les femmes en période d'activité génitale et les femmes enceintes. Alors maintenant, on va passer à l'iode. Alors l'iode, bien sûr, c'est un élément chimique indispensable pour les êtres humains. Il est nécessaire et primordial à la glande thyroïde pour la synthèse des hormones thyroïdiennes, la triiodothyronine, la T3 et la T4, la thyroxine. Alors, ce sont des hormones à vocation générale, c'est-à-dire ils vont agir sur plusieurs aspects du métabolisme. Alors, T3 et T4, d'accord, contrôlent les fonctions essentielles chez l'adulte homéotherme. Parmi ces fonctions, on peut citer l'action sur la régulation du métabolisme basal. La T3 et T4 régulent également la thermorégulation. Ils ont un effet sur le métabolisme des nutriments. La T3 et T4 agissent également sur la croissance physique et le développement mental, ainsi que sur divers tissus et organes comme cœur, rein, muscles. Donc, ils ont plusieurs fonctions. Alors, la carence en iode va se caractériser principalement par 4 symptômes. Le premier, c'est le goitre. Le deuxième, le crétinisme. Le troisième, le myxodème. Et le quatrième, l'hypothyroïdie. Alors, c'est quoi un goitre? Alors, un goitre, il se caractérise par une hypertrophie, c'est-à-dire une augmentation du volume de nature bénigne, c'est-à-dire non cancéreuse, de la glande thyroïde et qui va survenir de façon diffuse et généralement visible, c'est-à-dire il est largement réparti ou bien répandu et n'est pas localisé dans un endroit. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque le taux d'iode au niveau de la ration alimentaire diminue? Alors, en effet, lorsque la ration alimentaire en iode est insuffisante, le faible niveau sanguin d'hormones thyroïdiennes T3 et T4 qui en résulte va stimuler par un mécanisme de feedback positif la sécrétion de l'hormone hypophysaire thyrostimulant, c'est-à-dire la TSH, ce qui va provoquer l'hypertrophie de la glande thyroïde. Alors, on sait que la TA sécrétée par l'hypophyse a une action trophique, c'est-à-dire elle va stimuler la croissance des cellules folliculaires de la glande thyroïde. D'accord? Alors ici, on a des photos qui montrent des exemples de goitres. Alors regardez, ici, on a au niveau du cou un volumino-goitre. Là aussi également un goitre volumineux. Et là, c'est une femme qui présente une forme très, très avancée d'un goitre. D'accord? Alors le deuxième signe, la carence en iode, provoque aussi ce qu'on appelle le crétinisme. Alors, une hyposécrétion d'hormones thyroïdiennes pendant la vie fœtale ou la petite enfance entraîne ce qu'on appelle le crétinisme. Alors, les malades, ils sont atteints de nanisme et ils sont atteints d'arriération mentale. Alors, le nanisme, il est causé par un défaut de croissance et de maturation du squelette suite au manque des hormones thyroïdiennes. D'accord? L'arriération mentale, elle peut être grave, elle est due à un développement incomplet du cerveau. Alors, les malades avec le crétinisme, ils présentent un retard dans leur développement sexuel ainsi qu'une peau jaunâtre, épaisse et sèche. Alors, le crétinisme se caractérise également par des particularités faciales. On a un visage bouffi, c'est-à-dire grossi, ballonné, enflé, et on a une hypertrophie de la langue. En plus des particularités faciales, le crétinisme se caractérise par une incoordination musculaire, c'est-à-dire les mouvements musculaires ne sont pas coordonnés, ils sont désorganisés, ils ne sont pas synchronisés. Alors ici, des photos montrant des enfants atteints de crétinisme. Alors là, regardez, vous pouvez observer le nanisme, les traits grossiers, d'accord, du visage, le visage bouffi.
Là, c'est un enfant qui est atteint d'arriération mentale. Il a l'âge, il a 2 ans. Alors, à 2 ans, il est incapable de se tenir debout. Son père est obligé de le tenir debout. Il ne peut pas marcher. Il n'arrive pas à comprendre des ordres simples. Il n'arrive pas à parler. D'accord? Alors, le quatrième signe provoqué par la carence, le troisième signe, pardon, provoqué par la carence en iode, on a le myxodème. Alors, le myxodème, c'est quoi? Il est caractérisé notamment par un œdème, c'est-à-dire une accumulation de liquide interstitiel dans la peau, ce qui va entraîner un gonflement de la face et des membres, ce qui donne à l'individu un aspect bouffi, s'accompagnant d'une prise de poids et d'un épaississement des traits. Alors ici, on a une hypothyroïdie sévère chez une femme de 30 ans avec enflure et boue-fissure des tissus faciaux qui caractérisent le myxodème. Alors, photo, ici, elle montre un gonflement ferme des membres inférieurs. C'est ce qu'on appelle le myxodème prétibial, c'est-à-dire situé en avant du tibia. Le tibia, c'est l'os le plus grand des deux os de la jambe, le deuxième étant la fibula. D'accord? Alors, le quatrième signe provoqué par la carence en iode, c'est l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, elle est définie comme étant une faible sécrétion des hormones thyroïdiennes dans le sang et qui va se manifester par l'apathie, c'est-à-dire la diminution ou la disparition des émotions et des sensations conduisant à l'indifférence. On a un individu inactif, passif, qui ne réagit pas. La somnolence, alors c'est un état de demi-sommeil, état intermédiaire entre le sommeil et la veille. On ne sait pas si l'individu est bien réveillé ou s'il dort encore. L'hypothyroïdie est caractérisée également par la sécheresse de la peau. L'individu, il est intolérant au froid et la constipation qui est définie par un retard ou difficulté d'évacuation de sel. Les sels, elles sont moins fréquentes, moins abondantes et plus dures que normalement. Donc, on a moins de 3 sels par semaine. Alors ça, la constipation, elle est essentiellement due à une diminution du transit intestinal. Alors, outre ces signes, le goitre, le crétinisme, le myxodème et l'hypothyroïdie, la carence en iode peut entraîner des problèmes respiratoires et de déglutition par compression de la trachée et de l'ésophage. Alors en fait, lorsqu'il y a un goitre, il peut effectuer ou bien il peut exercer une pression sur la trachée artère et sur l'ésophage, d'accord, ce qui va entraîner des problèmes respiratoires et de déglutition. Alors, quels sont les groupes à risque de la carence en iode? Les groupes à risque de carence en iode sont les femmes enceintes, les nouveau-nés et les enfants en période de croissance. Alors, la meilleure prévention de la carence en iode, c'est l'enrichissement d'un aliment de consommation courante en iode comme le sel de cuisine. Alors maintenant, on va passer à la carence en zinc. Alors le zinc, c'est un composant de plus de 50 enzymes, parmi lesquelles l'anhydrase carbonique. Alors l'anhydrase carbonique, c'est l'enzyme qui va catalyser l'hydratation du CO2 en acide carbonique H2CO3. La phosphatase alcaline, c'est une enzyme qui va catalyser l'hydrolyse du phosphate dans une variété d'esters. D'accord? Elle est utilisée, d'accord, en biologie moléculaire pour déphosphoryler l'ADN et l'ARN. La lactate déshydrogénase, c'est une enzyme qui joue un rôle très important dans le métabolisme des sucres. Elle permet la conversion du lactate en pyruvate ou bien du pyruvate en lactate. Et la carboxypeptidase pancréatique, c'est une exopeptidase
qui va couper l'extrémité C terminale des protéines, d'accord? Alors, on a la carboxypeptidase A qui agit sur l'extrémité C terminale des acides aminés aromatiques et on a la carboxypeptidase B qui agit sur l'extrémité C terminale des acides aminés basiques, d'accord? Donc, le zinc, il participe également à la synthèse des protéines, il renforce l'immunité, il participe à la transcription génique et il rentre dans la structure des hormones. Alors bien sûr, il est nécessaire à la croissance, à la cicatrisation, c'est-à-dire à la réparation des lésions, à l'appétit, d'accord, aux sensations gustatives, et chez l'homme, il est nécessaire à la production normale de spermatozoïdes. Alors, les manifestations cliniques de la carence en zinc sont très variées et peuvent être cutanées ou muqueuses. Alors, les muqueuses, je signale, ce sont les membranes qui tapissent les parois internes des organes creux, comme l'estomac, les organes génitaux, les branches et ainsi de suite. Alors, les manifestations cliniques de la carence en zinc, d'accord, sont variées et peuvent être cutanées ou muqueuses. On a une ulcération. Une ulcération, c'est une lésion d'une membrane muqueuse ou bien du tissu cutané qui va intéresser le derme ou bien l'épiderme. L'atrophie muqueuse, on a une diminution du volume des muqueuses. Alors, la carence en zinc se manifeste également par l'eczéma. L'eczéma, c'est une maladie de la peau qui se manifeste par des zones rouges surmontées de vésicules qui provoquent d'intenses démangeaisons. D'accord? On a des démangeaisons. Alors ici, photo d'un enfant avec une plaque rouge sur le visage montrant l'eczéma. Et ici, on a des problèmes d'eczéma sur les pieds chez un homme. Alors, parmi les manifestations cliniques également de la carence en zinc, on décrit des troubles de la croissance, un hypogonadisme, c'est-à-dire une hypoactivité des gonades, que ce soit les ovaires ou bien les testicules, des troubles neurologiques, essentiellement, on a un syndrome confusionnel, la dépression et le ralentissement de l'apprentissage. Alors, le syndrome confusionnel, d'accord, c'est un état de confusion chez l'individu. Il prend une personne pour une autre, une chose pour une autre. Il est défini comme étant un trouble de conscience avec impossibilité de penser et de s'exprimer avec clarté et justesse. Alors, la carence en zinc provoque également des problèmes immunitaires avec une sensibilité accrue aux infections. Alors maintenant, on va voir le fluor, d'accord, quelles sont les maladies dues à la carence en fluor. Alors, la source de fluor est l'eau de boisson qui apporte 1 à 2 mg par jour. Alors, le fluor ingéré est rapidement absorbé. Il est distribué sous forme ionisée dans tout le compartiment liquidien extracellulaire. Alors, il va se concentrer dans l'os et l'émail dentaire. L'émail dentaire, c'est la partie externe de la couronne des dents. Alors, vous savez que la dent est formée de deux structures. Vous avez la racine qui est implantée au niveau de la gencive et la couronne qui dépasse la gencive. Alors, l'émail, c'est la partie externe de la couronne. Alors, donc, on a dit que le fluor se concentre dans l'os et l'émail dentaire où il semble améliorer la structure des dents, inhiber la cariogenèse, c'est-à-dire la formation des caries, et renforcer la structure osseuse. Donc, la carence en fluor se manifeste par l'ostéoporose. Alors, l'ostéoporose est une maladie caractérisée par une fragilité excessive des os qui va prédisposer aux fractures. Les caries dentaires. La carie dentaire est une maladie infectieuse responsable
de la déminéralisation graduelle des tissus durs de la dent. Alors ici, on a photo montrant la carie. Regardez la carie, la destruction des tissus durs de la dent. Alors maintenant, on va voir la carence en cuivre. Alors, la concentration hépatique du cuivre, elle est plus élevée que dans les autres tissus. Alors, le cuivre, il va favoriser l'utilisation du calcium et du fer. Et d'autre part, il sert de cofacteur enzymatique pour la synthèse d'hémoglobine. C'est également un composant des coenzymes de la chaîne des transports d'électrons, c'est-à-dire c'est un composant des cytochromes et de l'enzyme nécessaire à la formation du pigment mélanine, c'est-à-dire la tyrosinase. Alors je précise, la mélanine, c'est le pigment brun foncé qui colore la peau et les cheveux. Alors il protège la peau contre les rayonnements UV qui vont accélérer les processus de vieillissement et de cancer. D'accord? Donc, il participe également à de nombreuses autres activités enzymatiques et il participe à des fonctions diverses. Il permet la synthèse, il agit comme cofacteur de la synthèse du collagène, protéines essentielles du tissu conjonctif, de l'élastine, protéines qu'on retrouve par exemple dans les vaisseaux sanguins, les ligaments, la peau, la myéline, substance lipidique qui recouvre les fibres, des catécholamines et des neuropeptides et au niveau de l'immunité cellulaire. Donc, il a des fonctions diverses. Alors, les cas de carence en cuivre les plus fréquents sont les carences d'apport et les syndromes de malabsorption. Alors, les effets de la carence sont très variables. Ils comportent une anémie, une neutropénie. Alors, c'est un trouble hématologique caractérisé par un taux anormalement bas de granulocytes neutrophiles dans le sang. Les granulocytes, ce sont des lymphocytes avec des granulations et neutrophiles, ils présentent une affinité pour les colorants neutres. Alors, la carence en cuivre, elle se manifeste aussi par des troubles du métabolisme osseux, une ostéoporose, c'est-à-dire une fragilité excessive des os, des fractures des os longs. Il peut également exister, plus rarement, une hypopigmentation cutanée. On a dit que le cuivre, c'est un cofacteur de l'enzyme tyrosinase qui permet la synthèse du pigment mélanine. La carence en cuivre se caractérise aussi par une hypotonie, c'est-à-dire une diminution de la tonicité ou bien de la tension musculaire. Alors, on a aussi, parmi les effets de la carence en cuivre, des troubles de croissance, une augmentation de la sensibilité aux infections et des troubles du métabolisme des lipoprotéines. Alors maintenant, on va passer à un autre oligoélément, le cobalt. Alors, le cobalt, c'est un constituant de la vitamine B12. On a ici un schéma qui montre la structure de la vitamine B12. Elle fait partie des corinoïdes. Alors, la vitamine B12, elle est formée par un plan corine. Il contient au centre le cobalt lié à 4 unités pyrrole et un ligand anionique. On a aussi, d'accord, ce plan corine ou bien ce noyau corine, il est lié à un ribonucléotide. D'accord? Donc, la carence en cobalt va entraîner l'anémie pernicieuse ou l'anémie de Birmer par avitaminose B12, c'est-à-dire par une carence en vitamine B12. Alors, bien sûr, tout le monde sait ou bien notons que la vitamine B12 est un coenzyme qui est nécessaire à la formation des globules rouges. Alors, pour la carence en chrome, alors bien qu'on n'ait pas encore totalement élucidé son mode d'action, alors on sait que le chrome agit comme cofacteur de l'insuline, c'est-à-dire qu'il favorise la liaison de l'insuline avec son récepteur et facilite ainsi l'assimilation du sucre glucose par les cellules. Donc le chrome, il permet l'augmentation de la sensibilité des tissus à l'insuline,
la normalisation et la stabilisation de la glycémie. Alors, il faut toutefois noter que le chrome n'a pas d'action hypoglycémiante propre, il n'est actif qu'en présence d'insuline. Alors, d'autre part, le chrome favorise la hausse, c'est-à-dire l'augmentation des taux de lipoprotéines de type HDL dans le sang et la baisse de ceux de type LDL. Donc, il augmente dans le sang le bon cholestérol et fait diminuer le mauvais cholestérol. Alors, la carence en chrome se traduit par une intolérance au glucose, puisqu'il est nécessaire à la liaison de l'insuline avec son récepteur. Cette intolérance au glucose va se traduire par un diabète. La carence en chrome se traduit également par une perte de poids ou un retard de croissance et une hypercholestérolémie. D'accord? On a dit que le chrome fait augmenter le taux d'HDL et fait diminuer celui de type LDL. Donc, en absence de chrome, ou bien lorsque le taux de chrome est faible, le taux de LDL va augmenter dans le sang, d'où l'hypercholestérolémie, c'est-à-dire l'augmentation du taux de cholestérol dans le sang. Alors, la carence en chrome se traduit également par une neuropathie périphérique. Alors, c'est quoi la neuropathie périphérique? Le terme de neuropathie périphérique ou névrite périphérique, il désigne l'ensemble des maladies des nerfs périphériques appartenant au système nerveux périphérique par opposition aux atteintes du système nerveux central qui comprend l'encéphale et la moelle épinière. En plus de la neuropathie périphérique, la carence en chrome se traduit par une ataxie. L'ataxie est une pathologie neuromusculaire qui consiste en un manque de coordination fine des mouvements volontaires. Alors, on a une désorganisation des mouvements volontaires. Alors, bien sûr, cette ataxie n'est pas due à une déficience physique des muscles, mais elle est plutôt liée à une atteinte du système nerveux. Alors maintenant, on va passer au manganèse. Le manganèse agit comme cofacteur de plusieurs enzymes qui facilitent une douzaine de différents processus métaboliques. Il participe également à la prévention des dommages causés par les radicaux libres. Alors bien sûr, les radicaux libres, ce sont des molécules instables possédant un ou plusieurs électrons non appariés sur leur couche externe. Donc sur leur couche externe, ils possèdent un électron libre ou célibataire. Cet électron aura tendance plutôt à aller chercher un autre électron pour former une molécule stable. Donc les radicaux libres se stabilisent aux dépens d'autres molécules comme les lipides, les glucides, les protéines, l'ADN ou les enzymes. Ces molécules, ainsi complexées par ces radicaux libres, ne peuvent plus alors jouer leur rôle. Alors, bien sûr, si ces radicaux libres ne sont pas neutralisés par des antioxydants, ils peuvent endommager de manière irréversible les principaux constituants des cellules de l'organisme, spécialement les membres lipidiques, les protéines et l'ADN. Et bien sûr, ces radicaux libres peuvent être à l'origine de maladies neurodégénératives, de pathologies cardiovasculaires, cancers, vieillissement et de beaucoup d'autres maladies. Alors, le manganèse va neutraliser ou bien tamponner l'effet toxique des radicaux libres. C'est donc un antioxydant. Alors, bien sûr, parmi les autres rôles du manganèse, le manganèse, il est nécessaire à la synthèse
d'hémoglobine, à la formation de l'urée, à la croissance, à la reproduction, à la formation des os. Le manganèse est nécessaire également à la production et à la libération d'insuline, de même qu'à l'inhibition des lésions cellulaires. Alors, la carence en manganèse va provoquer ou bien est associée à tout d'abord un diabète insulino-résistant, une hypercholestérolémie, c'est-à-dire une augmentation du taux de cholestérol dans le sang, une perte de poids, un retard de croissance, des défauts au niveau des os et des cartilages, le cartilage étant le tissu dur et élastique se trouvant à l'extrémité des os. Alors, maintenant, on va voir un autre oligoélément, le sélénium. Alors, le sélénium, c'est le précurseur d'un antioxydant, la glutathion peroxydase. La glutathion peroxydase, c'est une enzyme luttant contre les radicaux libres, notamment le peroxyde d'hydrogène, c'est-à-dire le H2O2. Alors, le sélénium, il prévient la fragmentation de l'ADN et peut jouer un rôle dans la prévention de certaines anomalies congénitales et le cancer, vu son rôle dans le métabolisme des radicaux libres. Alors, le sélénium participe également au métabolisme thyroïdien puisque c'est un composant de l'enzyme iodothyronine 5' désiodase qui permet la conversion de T4 en T3. Alors, une carence en sélénium, elle engendre essentiellement des troubles cardiovasculaires comme les insuffisances cardiaques, la cardiomyopathie, l'angine de poitrine et l'infarctus. Alors, la cardiomyopathie, ou ce qu'on appelle également la myocardiopathie, ou littéralement maladie du muscle cardiaque, elle correspond à un groupe hétérogène de maladies touchant le myocarde et responsable d'un dysfonctionnement de ce muscle. Alors, la cardiomyopathie altère le tonus musculaire du cœur et réduit ainsi sa capacité à pomper le sang vers le reste de l'organisme. Alors, il existe plusieurs types de cardiomyopathie, dont la cardiomyopathie hypertrophique. Alors, c'est quoi la cardiomyopathie hypertrophique? C'est une forme de cardiomyopathie dans laquelle il existe une hypertrophie d'une partie plus ou moins importante du muscle cardiaque, c'est-à-dire une augmentation globale du poids de ce dernier. Alors ici, on a un cœur normal et un cœur hypertrophié. Alors observez l'hypertrophie qui affecte le septum interventriculaire et les oreillettes. Donc comparé à un cœur normal, au niveau du cœur hypertrophié, on a une augmentation du volume des oreillettes et du septum interventriculaire, c'est-à-dire l'espace qui sépare les deux ventricules. Alors, la carence en sélénium peut provoquer aussi ce qu'on appelle l'angine de poitrine. Alors, l'angine de poitrine ou angor, c'est une maladie qui est ressentie dans la poitrine. Alors, c'est la conséquence d'un manque d'apport d'oxygène au myocarde dû à une diminution du débit sanguin dans une artère coronaire partiellement bouchée par des dépôts de graisse appelés plaques d'athérome. Alors les artères coronaires, d'où le nom vient de leur disposition en couronne,
sont des artères qui recouvrent la surface du cœur, du myocarde. Ils permettent de le vasculariser et de le nourrir. Donc l'angine de poitrine, elle est due au fait que des dépôts de lipides se déposent dans la paroi interne de ces artères, ce qui va les boucher et provoquer ce qu'on appelle des plaques d'athérome. Alors parmi les artères coronaires, on a l'artère coronaire droite, gauche, circonflexe et l'artère interventriculaire antérieure. Alors la carence en sélénium peut provoquer aussi l'infarctus. Alors l'infarctus du myocarde est une nécrose, c'est-à-dire la mort de cellules d'une zone plus ou moins étendue du myocarde. Alors bien sûr, quand est-ce l'infarctus se produit? Il se produit quand une ou plusieurs artères coronaires se bouchent. Alors quand ces artères coronaires se bouchent, les cellules du myocarde irriguées par cette ou ces artères ne sont plus alors oxygénées. Ainsi, les cellules musculaires cardiaques de ce territoire ne parviennent plus à se contracter par manque d'apport en oxygène et ils vont mourir en quelques heures. Alors ici, on a une photo montrant un infarctus de la région inférieure du myocarde. Alors regardez en rouge sombre la zone nécrosée de la paroi du muscle cardiaque. Alors la carence en sélénium peut participer également à l'hypothyroïdie. On a dit que le sélénium il était nécessaire à la synthèse de l'enzyme iodothyronine 5' désiodase qui permet la conversion de T4 en T3. Donc toute carence en sélénium va provoquer une diminution de la teneur de la T4 dans le sang et une hypothyroïdie, T4 étant l'hormone thyroïdienne active. Alors la carence en sélénium provoque également des troubles de la reproduction, des cancers et la myopathie des muscles striés. Alors la myopathie des muscles striés ou bien la myopathie regroupe toutes les maladies caractérisées par une atrophie des muscles squelettiques. Alors les muscles squelettiques, ce sont les muscles striés qui assurent la motricité de l'organisme dans l'espace en faisant bouger volontairement le squelette. Alors, l'évolution clinique des myopathies est lente. La force et la masse musculaire vont se réduire peu à peu et les troubles moteurs s'aggravent jusqu'à la perte complète de la fonction musculaire. Alors ici, on a une photo montrant un enfant atteint de myopathie. Alors observez l'atrophie des muscles squelettiques au niveau des membres supérieurs et au niveau du dos. Alors, on va voir maintenant la carence en molybdène. Le molybdène va participer à l'activité de la xanthine oxydase. La xanthine oxydase, c'est une enzyme qui permet la transformation de la xanthine provenant de la dégradation des purines en acide urique. Donc, la xanthine oxydase intervient dans le métabolisme de l'ADN et de l'acide urique. Le molybdène aussi est un cofacteur de l'enzyme la sulfate oxydase qui intervient dans le métabolisme du soufre. Alors, la carence en molybdène se traduit par une intolérance aux acides aminés soufrés. Les acides aminés soufrés ne peuvent pas être utilisés par les cellules suite à un manque de la sulfate oxydase. On a une perte de la vision nocturne. La carence en molybdène se traduit également par des troubles de la conscience, une tachycardie et une lithiase rénale par accumulation de la xanthine. Alors la tachycardie, c'est un terme générique pour désigner l'accélération du rythme cardiaque au-delà de 90 pulsations par minute. Bien sûr, la fréquence normale est comprise entre 60 et 90 battements par minute. Alors, la lithiase rénale, c'est la présence d'un ou de plusieurs calculs dans les voies urinaires. Les calculs rénaux, du latin calculus caillou, sont des accrétions, c'est-à-dire des agglomérations, des dépôts solides
de minéraux dissous dans l'urine et que l'on trouve dans les reins ou les uretères. Alors ici, au niveau de la carence en molybdène, les dépôts, ce sont des dépôts de xanthine. Alors ici, là, c'est toujours au niveau de la lithiase rénale. On a ici une radiographie de la vessie qui va laisser apparaître un large calcul en forme d'étoile qui est opaque au rayon X. Et ici, on a une photo qui montre un calcul rénal composé d'oxalate de calcium déhydraté.